Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est un plaisir de vous retrouver pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien en direct sur la télé, sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, et même ce soir, le programme sera très chargé. Nous recevrons notamment Rose Nars, la présidente du Parc national de la Vanoise, également vice-présidente du conseil départemental de la Savoie. Nous accueillerons ensuite Marion Grange de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, avant de retrouver Camille Copin depuis Annemasse et le festival Bonjour Noël. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission grâce au hashtag Accès Direct. C'est sur Twitter et sur Facebook que ça passe. Mais vous commencez à connaître le concept de l'émission. On commence avec les titres de l'actu qui seront développés en moins d'une demi-heure avec Olivia. Salut. Salut Manu. Alors, de quoi on parle au JT ce soir? Alors, donc ce matin, Sébastien était en Suisse pour l'inauguration de la gare de Lancy-Pont-Rouge. Alors, c'est la première à être inaugurée dans le cadre du CEVA et du Léman Express. Donc, il nous racontera tout ça dans son reportage. Ensuite, on passe avec des Dancing Queen avec ABBA. Alors, tu connais le célèbre groupe qui s'est séparé en 82. Eh bien, il reste quelques musiciens originaux du groupe qui sont venus avec l'orchestre de la Chambre de Genève. Et ensemble, ils jouent les musiques d'ABBA. Donc, c'est un reportage assez sympa de nos confrères de Léman Bleu. Hâte de voir ça. On passe à la revue de presse avec notamment, tu nous as trouvé des élus insultés sur les réseaux sociaux qui réagissent. Exactement, on en parlait hier dans la revue de presse par rapport à l'interdiction du burkini dans les bassins de la ville de Genève. Alors certaines élus ont été prises à partie hier sur les réseaux et en partie sur Facebook. Et on l'explique dans l'article de la Tribune de Genève. Parmi elles, donc, il y a Amanda Gavilanes, qui est conseillère municipale de Genève. Elle a déposé plainte pour atteinte à l'honneur. Elle s'est fait insulter sur les réseaux. Elle s'est exprimée suite à son dépôt de plainte. Je cite, « On doit placer ce genre de personnes face à leurs responsabilités ». Puis un nouveau bâtiment pour l'hôpital. Effectivement, pour le Change, donc c'est le centre hospitalier Annecy-Genevois. Il sera livré à Sénaux pour l'été 2019. Alors ce sera un bâtiment de 16 000 mètres carrés qui accueillera 230 lits de gériatrie, 150 lits de soins de réadaptation et 80 lits en unité de soins longue durée. C'est quand même pas mal. La première pierre de ce futur pôle a été posée ce jeudi à Sénaux. Et pendant la pose de la première pierre, donc une vingtaine d'agents du Change étaient présents pour manifester par rapport à leurs conditions de travail qu'ils jugent difficiles. Et selon la CGT, ils n'auraient pas été entendus. Merci beaucoup, Olivia. Et puis avec toi, Manu, on se fait un peu de bien avec du cannabis. Du cannabis légal, s'il te plaît, qui a enfin débarqué à Annecy. Après avoir fait fureur en Suisse, à Genève notamment, ce dérivé du chanvre nommé CBD ou cannabidiol a donc maintenant sa boutique côté français, c'est à Annecy Centre. Alors, ça a l'aspect du cannabis, ça a l'odeur du cannabis, mais ce n'est pas du cannabis, Olivia. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, justement, c'est un produit, comme je le disais, dérivé du chanvre qui n'a en fait quasiment pas de THC, le fameux tétrahydrocannabinol. C'est la substance psychoactive qui, elle, est illégale, justement. Alors, de son côté, le vendeur assure que ces pétards légaux sont bien autorisés par le ministère de la Santé, mais nos amis et collègues de l'Essor Savoyard qui ont tenté de joindre l'Agence régionale de santé pour en savoir plus, ils sont tombés face à un mur, ils n'ont pas été en mesure d'avoir des réponses à leurs questions. Très bien. Et puis on parle des éléphants de Noël. Ouais, c'est juste une petite image qui m'a fait rire. Une initiative sympathique à Chambéry, les fameux 400 culs, les éléphants de la célèbre fontaine de la Cité des Ducs, ont passé leur habit de Noël. Eux qui avaient déjà été travestis en cyclistes à l'occasion du Tour de France, aujourd'hui ils sont affublés des célèbres habits rouges à franges blanches. De quoi rentrer vraiment dans l'esprit de Noël, ça fait plaisir, à seulement quelques jours donc des fêtes. À noter que seulement 3 éléphants ont été déguisés pour permettre aux touristes d'en admirer au moins un au naturel. Très bien, merci Manu. A tout de suite Olivia, on se retrouve dans une petite demi-heure pour le JT. À tout à l'heure. Et tout de suite, on va commencer dans le vif du sujet avec un téléphone en direct. J'accueille Lucien Barreca, bonjour. Bonjour. Vous êtes du club de boxe française de la mode Servolex qui accueille un événement donc de classe internationale ce week-end, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, il s'agit de quoi exactement, en quelques mots? Écoutez, ça va être une très très belle soirée internationale puisqu'on a 2 finales pour le titre de champion du monde avec un combat féminin et un combat masculin.
pour le titre, et puis 6 combats en savate professionnelle. Donc ça fait 2 finales mondiales, 6 combats d'accompagnement. Il y a des Français dans tous les combats. C'est quoi les noms à suivre concrètement? Alors, oui, en fait, les Français en féminine, il y a Nathalie Miguet qui va boxer pour le titre de championne du monde. Et puis face à elle, on aura la Chiara Vinci, une redoutable guerrière qui devrait faire parler d'elle. Ensuite, nous aurons le combat de Charles Denis chez les garçons, donc pour la France, et qui lui sera opposé au Mali avec Ibrahim Konaté. Et puis après, on a 6 combats en savate professionnelle. Alors, c'est, comme on le disait, des événements vraiment internationaux de premier ordre. Ça se passe à la halle Didier Parpillon. L'ouverture des portes est à 18h. Vous pourrez vivre ces événements en direct à partir de 22h sur l'antenne de 8 Mont-Blanc, commenté par notre monsieur sport Sébastien Germain. Concrètement, il y a encore quelques places. On attend près de 2500 personnes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, là, on a déjà à peu près 2000 préventes et puis on en attend encore entre 800 et 1000. Il va falloir se batailler serré justement pour avoir des places. Merci beaucoup Lucien Barreca d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, c'est à partir de 18h, c'est à la Mode Servolex en direct sur votre antenne sur 8 Mont-Blanc à partir de 22h. On passe à l'invité du jour et j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau aujourd'hui Rosenars. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la présidente du Parc national de la Vanoise, vice-présidente du conseil départemental de Savoie. Beaucoup de dossiers, beaucoup de confrontations. Alors ça ne vaut pas la boxe qu'on aura la chance d'avoir à notre antenne à 22h ce samedi. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Parc national de la Vanoise, de cette fameuse charte qui n'avait pas forcément fait l'unanimité, loin de là, 27 contre au niveau des communes sur 29. Alors en quelques mots, où on en est aujourd'hui? Cette charte, c'est pas du passé, mais on a fait quelques pas. En tous les cas, c'est plus l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'avoir constaté que 27 communes sur 29 ne l'avaient pas signée. L'enjeu, c'est d'avoir vu qu'à un moment, les élus ont abandonné le conseil d'administration du parc. Et donc, en 2016, l'enjeu a été de dire comment travaille-t-on ensemble sans une charte. Donc, il y a eu un audit médiation qui a rassemblé les élus de toutes les communes, les membres du conseil d'administration ainsi que les agents de l'établissement public pour définir ensemble quelles étaient les actions que nous pouvions faire ensemble. Et ça aboutit, ce travail collectif, à le bien vivre ensemble en Vanoise, qui est un document qui a été validé et dans lequel nous avons identifié 17 thèmes de travail sur lesquels nous avons tous décidé de travailler ensemble pour aboutir à des actions extrêmement concrètes. Alors, vous êtes nouvellement élu, on peut le dire, à ce poste. Vous êtes arrivé en septembre à la tête du plus vieux parc national de France. Vous faites suite à Laurent Trézalet, maire de Pézéne-en-Croix. Vous êtes arrivé dans une situation un peu particulière, il y avait beaucoup de tensions. Aujourd'hui, donc, ça va mieux, c'est dans le bon sens. Absolument, c'est l'enjeu. Et d'ailleurs, depuis, eh bien, les élus ont réintégré le conseil d'administration, donc le conseil dans sa plénitude, avec l'ensemble des regards. Et le travail sur ces thèmes a déjà démarré, puisque d'ici fin 2017, 5 groupes de travail sont mis en œuvre. Un a déjà rendu des résultats, c'est le groupe de travail sur le tourisme, puisque la stratégie touristique du parc national a été validée au dernier conseil d'administration en novembre, en fait 2017, qui est un travail aussi collectif qui a été fait avec les professionnels de nos communes, de nos stations, qui sont les offices du tourisme. Donc c'est un vrai travail collectif qui montre que les collectivités, par leurs offices, vont s'engager sur cette stratégie touristique du parc national de la Vanoise. Donc aujourd'hui, on a vraiment renoué le dialogue avec tous les acteurs du territoire. Absolument, le dialogue est renoué. En tous les cas, la défiance n'existe plus. Maintenant, il nous faut, et c'est mon mandat de présidente, c'est aussi d'ailleurs le mandat de la directrice, c'est renouer la confiance. Pour ce faire, il faut aller au-delà des élus. Les élus se sont très impliqués dans ce partage d'informations, dans ces objectifs. Il nous faut maintenant dire aussi à la population que nous avançons dans le bon sens. Donc nous avons des actions concrètes à leur faire connaître. Il y en a plusieurs.
Par exemple, dans les critiques qui étaient faites à l'établissement public, c'est qu'on lui reprochait de ne pas être un acteur économique de nos communes. En fait, on a demandé à la directrice de nous faire l'état de la puissance financière du parc national, et donc elle nous a donc informé qu'en 2017, grâce à travers les travaux d'investissement du parc national sur les sentiers, sur les bâtiments du parc, puisqu'ils ont des refuges, il y avait 750 000 euros qui avaient été dépensés par le parc national sur la zone du parc national. Donc c'est un vrai acteur économique, d'autant plus que ces travaux d'investissement ont été faits essentiellement par des entreprises savoyardes. Alors, pour rappel, le parc il est divisé en deux zones. Il y a la zone cœur de parc et la zone d'adhésion. Les problèmes jusqu'à présent étaient, on va dire, plus concentrés sur cette zone d'adhésion. Alors, la charte, si vous voulez, n'a pas été votée parce que nous n'avons pas adhéré à cette zone d'adhésion. Tout ce qui concerne le cœur, de toute façon, est une réglementation nationale. La charte s'applique dans le cœur du parc national de la Vanoise, même si les communes n'ont pas adhéré. C'est pour la zone d'adhésion qu'il n'y a pas eu d'adhésion. Voilà. Vous évoquiez il y a quelques secondes justement le protocole Bien vivre en Vanoise. Oui. Aujourd'hui, c'est un dossier qui est lancé et qui va régir un peu les groupes de travail, les discussions sur les prochains mois. Donc. Voilà, j'ai à charge de faire en sorte que ce Bien vivre en Vanoise soit mis en œuvre. Donc je vous ai dit, on a déjà mis en place la stratégie touristique, mais il y a 4 autres groupes qui sont en action là avant la fin de l'année. C'est ce qui touche la communication. Comment le parc communique vis-à-vis de ses visiteurs. Aujourd'hui, ce ne sont que des interdictions. On considère que ce n'est pas un langage... Pas très vendeur. C'est pas très vendeur, c'est pas très agréable. Et communiquer aussi vis-à-vis des populations locales. Comment le parc communique avec eux, ces populations, les gens qui y résident, qui sont d'ailleurs chez eux, c'est des terrains qui sont privés. Il y a un autre groupe qui est sur les données environnementales. Beaucoup de données environnementales du parc. Elles ne sont pas aujourd'hui vraiment à disposition des collectivités. Comment on fait pour les partager? À l'inverse, les collectivités ont des données environnementales. Des stations de sport d'hiver ont des observatoires. Comment on met ça en commun? Un autre groupe de travail, c'est sur tout ce qui concerne la police de l'environnement. Parce que dans les reproches qui étaient faits, c'est qu'on reprochait aux gardes-moniteurs, c'est comme ça qu'on les nomme, d'afficher trop forcément le côté police, alors qu'en fait une grosse partie de leur travail est tout à fait pédagogique. Et donc bon, il y a un travail qui est à faire sur ce sujet-là. Et le dernier groupe de travail qui est mis en œuvre avant la fin de l'année, c'est tout ce qui concerne les portes d'entrée du parc national. Comment on les aménage, comment on fait en sorte que le parc soit accueillant même sur ses portes d'entrée. C'est vrai que de but en blanc, on a tendance à penser qu'un parc national, il s'oppose de prime abord avec tout ce qui est station de ski, tourisme, etc. Mais finalement, aujourd'hui, c'est ça votre fer de lance, c'est ça un des plus gros atouts du territoire. Absolument, c'est de dire quel est au contraire ce que le parc peut apporter en plus, quelle est sa plus-value, qu'est-ce que le parc peut amener, sachant que c'est un vieux débat et qui est obsolète. Les stations aujourd'hui sont imprégnées quand même si elles mettent des pylônes, même si elles mettent des câbles, bien évidemment, on est tous imprégnés d'ailleurs quand même de défendre quand même en partie de l'environnement, et parce que nous avons aussi une saison d'été que les sociétés de remontée mécanique regardent d'un bon œil. Donc comment travailler ensemble? Idem pour l'agriculture. Comment l'activité agricole doit aussi respecter quelques normes environnementales, et ça se fait sans heurts dans la mesure où c'est fait ensemble. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de faire ensemble, de co-construire ces relations. Alors, on le disait, cette charte, elle n'est pas enterrée. Il faut trouver un autre moyen de travailler ensemble, de réunir tous les acteurs. Il va y avoir une autre procédure d'adhésion à cette charte dans quelques années? Tout à fait. La loi dit que régulièrement, le territoire est appelé pour décider ou pas de son adhésion à la charte. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on travaille, d'autant plus que nous nous sommes fixés que, je vous l'ai dit, il fallait que nous ayons un avant Bien vivre ensemble en Vanoise, qui était une période extrêmement douloureuse parce que violente, et un après où on va prouver, montrer que l'on travaille ensemble. L'audit du département a été réalisé. Aujourd'hui, il est terminé.
On a même, j'ai envie de dire, fini cette phase de médiation puisque tous les acteurs sont autour de la table. Il reste quelques groupes de travail. Quelles sont les étapes à venir? Alors, les groupes de travail, parce que 17 thèmes, on n'a pas lancé tous les Ça va prendre du chantiers. temps. Donc, on en a lancé 5. Il y en aura d'autres en 2018. Et par ailleurs, il y a des actions qui ne sont pas dans les groupes de travail, mais qui sont déjà mises en œuvre. Par exemple, parce que c'est à double sens, bien vivre, c'est l'établissement public doit faire un effort, mais les collectivités doivent faire un effort. Et donc là, par exemple, les agents ont un bilan d'activité dans chaque commune. Il est à charge des collectivités, des communes, de bien vouloir les accueillir pour qu'ils fassent le bilan devant le conseil municipal, par exemple. Donc ça, c'est une action pour bien vivre. Une autre action qui serait mise en œuvre en 2018, c'est justement l'accueil des agents. Certains agents, et la plupart viennent de l'extérieur. Comment doit-on les accueillir, nous, dans nos villages? Comment doit-on bien les intégrer pour qu'ils se sentent bien reçus? Donc ça, c'est à charge des collectivités de le mettre en œuvre. Ça sera fait en 2018. Il y a une action qui est déjà en œuvre, par exemple, un reproche qui était fait à l'établissement public, bien que ça ne soit pas de sa faute, c'est qu'on trouvait qu'il n'y avait plus d'embauche des gens du pays, parce que c'est un concours national de la fonction publique. Donc bien sûr, nos jeunes peuvent postuler, mais c'est le concours national. Le parc national de la Vanoise n'a pas de prise là-dessus. Sauf que face à cette critique, face à ce reproche, les emplois saisonniers sont particulièrement dédiés aux jeunes ou moins jeunes, mais plutôt aux jeunes d'ailleurs, locaux, parce que ce sont des emplois saisonniers, ce sont des CDD. Ça laisse à l'établissement public cette marge de manœuvre. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'entité Parc de la Vanoise qui décide, qui a la mise. Qui embauche parce que ce sont des emplois saisonniers. Et là, ça fait partie aussi du fait que c'est un acteur économique. Il dépense sur le territoire et il embauche aussi sur le territoire. Parce que la fonction publique nationale, ça, nous n'avons pas la prise dessus, même si nous essayons, par nos grands élus, de faire changer les textes. Merci beaucoup, Rose Honars, d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je vais vous laisser... Eh bien, bonne soirée. Merci de même. Je vais vous laisser regagner la régie. Et en attendant, nous, on va prendre un peu de hauteur, toujours dans le territoire de Vanoise, justement, les belles vallées de Tarentaise et des Belles-Villes, avec nous des gens, des Ménuires du Geek Festival. Bonjour. 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 Alors, ça marque vraiment le début de saison. C'est une première édition et pourtant, il fallait vraiment marquer ce début de saison, marquer l'arrivée de la neige. La station des Ménuires a choisi un Geek Festival. En quelques mots, en quoi ça consiste, du coup? Alors, très rapidement, il s'agit de fêter l'ouverture de la station avec quelque chose qui n'a jamais été fait encore, justement en montagne et en station de ski. Donc, c'est la fête de la pop culture. Avec des jeux vidéo, avec des simulateurs de ski, avec des exclusivités et des inédits, notamment un escape game à plus de 2000 mètres d'altitude, et Damien va vous en parler un peu plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une première mondiale en fait, en termes au niveau du festival à proprement parler, et également de l'escape game, donc en haut des pistes. L'idée de l'escape, c'est que vous rentrez dans un igloo avec une équipe, et vous avez 20 minutes pour sortir de l'escape, et nous sommes sur un scénario qui est à peu près ressemble à ce qui peut se passer au niveau de Star Wars. Donc 20 minutes, 5 personnes, et si vous ne sortez pas, il y a de nombreuses surprises qui peuvent arriver. Alors, vous l'avez dit, ça n'a encore jamais été réalisé, mais concrètement, les riders, les gamers, c'est un cocktail qui fonctionne? Ça fonctionne parfaitement bien. Il y a quelques jours, une dernière version du jeu Skit est sortie. C'est un jeu vidéo qui a été fait par Ubisoft avec justement des skieurs, avec Tessa Worley, avec Kevin Roland. Et effectivement, ce sont des mondes en fait qui se ressemblent, qui se rapprochent. Et l'idée, c'est que ce qu'on fait dans un jeu vidéo, on le fait aussi à ski en réel. Et l'inverse est vrai également. Donc, ce sont deux mondes très très proches. On va jouer du coup la transversalité entre les deux mondes. Parce qu'effectivement, je peux chausser mes skis et profiter de la station. Et après, profiter du festival et aller sur le plus grand simulateur de ski au monde, sur des jeux rétro, Avalanche et autres, des jeux auxquels on jouait il y a plus de 20 ans. Donc vraiment, les deux sont totalement compatibles. Quelques temps forts de ce week-end, peut-être, à rappeler? Alors, ce soir, on a notamment l'ouverture à l'Hacienda qui va proposer toute une soirée autour du gaming en général. Le lendemain, également, une soirée au niveau du Cube qui sera aussi sous les couleurs de la pop culture avec de nombreux quiz et des lots à gagner et des animations. L'escape game, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment le levier du festival. C'est inédit. Et donc ça, ce sera toute la journée de samedi et le dimanche.
et puis de nombreux espaces et de nombreuses animations pendant tout le week-end. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon début de saison et puis bonne chance et bonne réalisation pour cette première à plus de 1800 mètres d'altitude. Et en attendant, bonjour. J'ai Marion Grange qui m'a rejoint sur ce plateau de la Cinémathèque de Pays de Savoie et de l'Ain. Alors aujourd'hui, et comme chaque mois, on va parler un petit peu rétro, on va parler patrimoine, et notamment de la montagne vivante, un thème qu'on connaît bien dans nos Pays de Savoie, parce que c'est vrai que la montagne évolue tous les jours. Alors quels sont les petits extraits, les petites curiosités que vous nous avez présélectionnées aujourd'hui ? Oui, alors comme tous les mois, on vient vous montrer des images. Alors ici en noir et blanc, des images muettes, mais aussi des images en couleur qui ont été tournées. Alors on commence par les plus anciennes, par le curé du Sapet. Donc on est dans les Bornes, pas très loin des plateaux de Huit-Mont-Blanc, où donc Monsieur Bernard Guyot, qui a été prêtre du Sapet pendant quelques années, a filmé la vie du village et a inscrit sur la pellicule les rites, les coutumes, la vie du quotidien des paroissiens du village. C'était en quelle année ça à peu Donc près là on est dans les années 50 et donc on voit les travaux des champs, les travaux agricoles. On va voir aussi le premier tracteur qui arrive dans le village. Donc des images qui sont très riches et qui à chaque fois qu'elles sont projetées sur le territoire suscitent beaucoup de curiosité. C'est vrai que là, on a une véritable page d'histoire de nos montagnes qui est devant nous. Comment vous arrivez à mettre la main sur des archives, sur des perles comme celle-ci ? Alors, c'est une belle histoire que se font, puisque Bernard Guyot l'a connu d'abord par la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, où il s'est installé des années 50 aux années 70. Et il a fait un film qui a eu un beau succès, qui s'appelle Montagne vivante. On va en voir un extrait tout à l'heure. Et la commune a déposé le film. Nous avons à de nombreuses reprises montré ce film. Et il se trouve que lors d'une projection, des personnes se sont manifestées où on dit mais Bernard Guyot, il a fait plein d'autres films et il a aussi filmé en Haute-Savoie, pas que Notre-Dame-de-Bellecombe, Crévoland. Et donc on a récupéré ces bobines-là qui sont antérieures, qui sont plus anciennes et elles sont arrivées par ce biais-là. Et depuis, d'autres bobines comme ça nous sont parvenues. C'est finalement un cinéaste amateur qui a été assez prolixe, qui a beaucoup produit et en plus c'est vrai qu'il a eu une vie assez original parce qu'il est resté dans les ordres pendant 10 ans. Et puis finalement, après, il a quitté les ordres et il a épousé quelqu'un. Donc, c'est aussi un personnage truculent et ça fait partie des personnages de notre cinémathèque. Pour vous, recevoir des images comme ça, tomber sur des perles, ça doit être formidable. Ça enrichit vraiment la collection. Ça enrichit la collection, ça enrichit le patrimoine commun parce que notre but, c'est pas forcément d'enrichir une collection sur des étagères comme là on voit des livres, c'est vraiment aussi de rendre vivantes ces images. Donc pour nous, de montrer ces images à la télé, de montrer ces images lors de projections, d'aller à la rencontre des publics. Et là, les images, elles ont été documentées en atelier dans les EHPAD. Donc des personnes âgées ont pu nous donner des renseignements très précis sur les lieux, les dates, les personnes qu'on voyait, et ça crée du lien social, donc c'est très important. Alors là, on passe à la couleur, et on change, on n'est plus en Haute-Savoie, donc plus dans les Bornes, mais on va donc dans le Val d'Arly, à Notre-Dame-de-Bellecombe, où il a fait un film sonore, donc je ne sais pas si on peut avoir du son en régie, mais il y a du son. Il a filmé donc l'évolution du village en station pendant près de 30 ans. Et donc, c'est vraiment un témoignage rare et précieux où on voit l'évolution du village en station de ski. Et on voit que c'est de la couleur. Il a donc sonorisé avec de la musique. Et il a également recueilli pas mal de témoignages. Et donc, il commente son film. Donc, c'est un film en 2 bobines 16 et qui est sonorisé avec des prétentions artistiques, hein, comme on peut le voir. Et c'est un vrai film amateur, mais qui s'approche quand même fortement du professionnel. C'est vrai que là, on a un témoignage qui est flagrant du passage du pastoralisme au tourisme, oui. Concrètement, à la nouvelle économie dominante aujourd'hui dans nos départements. Ça a vraiment tout chamboulé.
tout chamboulé. En même temps, ce sont des stations qu'on dit villages encore aujourd'hui. Et Crévoland, Notre-Dame de Bellecombe ont su garder quand même cette âme, comme d'autres stations en Pays de Savoie. Voilà. Après, on voit que les hivers ne sont plus aussi rigoureux que dans les années... C'est vrai que ça fait rêver aujourd'hui, ces quantités de neige. C'est sûr. Même si elle arrive et qu'elle est arrivée, on n'a maintenant pas autant de mètres de neige à déneiger. Alors voyons le bon côté des choses, parce que c'était quand même du boulot. C'est sûr. On peut retrouver ces archives quelque part, elles sont... Oui, alors ces archives sont en ligne sur le site de la Cinémathèque. Beaucoup de films de l'abbé Guyot, que ce soit au Sapet ou à Notre-Dame de Bellecombe. Donc notre site, c'est letéléphérique.org. Et puis, le film Montagne Vivante a été édité en DVD. Alors, ça peut être un beau cadeau de Noël et vous pouvez le commander en ligne sur notre site également. Ou venir nous voir à Verrier-du-Lac, donc au bord du lac, dans l'ancien téléphérique. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas pour cette page d'histoire. Et on se revoit le mois prochain. Écoutez, on va essayer. Avec grand plaisir. Je vous laisse regagner la régie. Merci. Et puis on va tout de suite rejoindre Annemasse ou Camille Copin est sous la neige justement et nous fait vivre toute la magie de Noël parce que c'est ça aussi qu'on veut voir, c'est les flocons qui tombent. Bonsoir Camille. Bonsoir Manu, oui on est sous la neige avec Christian Dupessé, maire d'Annemasse qui est à côté de moi. Donc voilà, je garde ma capuche et je tiens à remercier Thierry Paulme, notre météorologue, qui nous a assuré qu'il n'y aurait pas de flocons. Voilà. La dédicace est lancée. Donc Monsieur Dupessé, bonjour. Bonjour. Alors, donc nous sommes en plein cœur du marché de Noël, qui est un tout petit peu plus loin. On est devant le bâtiment de l'hôtel de ville, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le marché de Noël a été inauguré il y a 1 heure, à peu près. Qu'est-ce que ça apporte à la ville d'Annemasse, un marché de Noël comme celui-ci? Eh bien, disons déjà que ça apporte la neige. Et donc, on l'avait commandé, elle est arrivée un peu vite, un peu tôt quand même. Le lancement de Bonjour l'hiver, c'est à la fois un marché de Noël, donc 35 stands qui sont là, essentiellement de l'artisanat et des produits locaux, on y tient beaucoup. Et puis c'est également une animation de théâtre de rue avec 25 troupes sélectionnées par le théâtre de la Toupine, bien connu, hein, le théâtre de la Toupine, c'est eux qui animent le Grand Bornand et qui depuis maintenant plus de 20 ans nous organisent sur le plan artistique ce festival. Alors c'est de l'animation, c'est beaucoup de monde, c'est le plaisir pour les enfants et quand la neige s'en mêle comme aujourd'hui, c'est encore plus beau. Super. Donc le marché de Noël sera en place jusqu'au réveillon, jusqu'au 24 décembre. Quels sont les retours que vous avez des habitants ou des exposants? Je crois que ce Bonjour l'hiver, ce marché de Noël est très attendu maintenant. C'est un vrai rendez-vous. D'abord parce que parmi les artisans, plusieurs reviennent d'année en année et on a une liste d'attente, c'est-à-dire que ça fonctionne, ça marche. Et puis les gens viennent voir avec leurs enfants le Festival des Arts de la Rue. Il y a notamment 2 manifestations de temps fort. Le mercredi qui précède les vacances de Noël, ce sera la journée des enfants, avec un grand bal, avec un grand spectacle musical. Et puis le 23, c'est le Père Noël qui arrive un tout petit peu en avance à Annemasse, mais sur cette place d'ailleurs où on devrait rassembler plusieurs centaines de personnes et surtout beaucoup d'enfants qui viendront accueillir le Père Noël. Eh ben super, j'allais vous demander justement quels étaient les temps forts, mais du coup vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup du coup d'avoir été avec moi. Je vous laisse aller vous réchauffer. Voilà, j'ai essayé d'aller me chauffer parce qu'il y a à la fois du vin chaud, de la raclette, il y a de quoi se réchauffer et de faire la fête. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on voulait organiser et je crois que c'est bien parti. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, le vin chaud est très bon. J'ai pu le goûter en attendant. J'en étais sûr. On va... oui, il faut se réchauffer. C'est sûr que si le marché de Noël d'Annemasse est un incontournable, je crois que Camille, vous avez aussi dans votre petit calepin plein d'événements pour ce week-end. Oui, exactement. À commencer par le Rock on Snowboard Tour au Grand Bornand. Donc effectivement, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais comme il passe dans plusieurs villes. Donc voilà, demain et dimanche 10 décembre au Grand Bornand, à Front de Neige du Châtelet. Il y a de la neige qui tombe sur mes fiches, c'est parfait. On va pouvoir tester du matériel de ski et de snowboard dans un village de 1500 m² avec une trentaine de marques. Il y a près de 2000 paires de ski et snowboard à tester. Le concept, c'est on a 1 heure pour tester le matériel. On peut tester différentes marques, différentes
différents même habits, des accessoires, etc. Les tests s'effectuent de 9h à 15h. Donc voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au Grand Bornand ce week-end. Également, si vous souhaitez rester cette fois-ci au show, on a l'European Outdoor Film Tour à Annecy. Donc c'est à l'Imperial Palace. Ce sera demain à 20h. La billetterie est en ligne et au magasin Snow Leader. La place est à 15,50 €. Le concept, c'est une soirée et 7 films d'aventure et outdoor à découvrir. Et on peut en regarder un court extrait si on est prêt en régie. In a canoe that you've made yourself, you're just like, wow, this is why I come here, this is why I do these things. It's like flying through this museum made by nature, made by rock and ice and mountains. It's important to get fear, because fear makes you survive usually. All we can really do is keep our fingers crossed for the winds. It's a real powerful moment, that decision moment when you say, okay, I'm going. Également, je vous invite à aller à Tignes. Oui, pardon Manu, tu me parlais ? Non, je t'écoutais avec intérêt, ma chère Camille. D'accord. Donc après, je vous emmène également à Tignes pour la féerie de Noël. Donc du samedi 9 au dimanche 10 décembre, donc ce week-end. Il y aura plusieurs représentations de spectacles, de la luge, de l'initiation au ski de randonnée et aux raquettes. Il y aura également un feu d'artifice, des rencontres avec le Père Noël, des chiens de traîneau, bref, un petit peu de tout. Le tarif est à 12 € par personne et 8 € pour les enfants. Et donc c'est la féerie de Noël à Tignes. Ça a l'air d'être un événement plutôt sympa. Également du côté de Megève en Haute-Savoie, ce sera l'illumination du sapin. Donc il faut savoir que depuis plus de 50 ans, la tradition mégevane veut qu'il y ait un majestueux sapin trône au cœur du village. Ce sera la 9e fois cette année que celui-ci sera illuminé. Donc comme un symbole, il lance le début de la saison d'hiver, tout comme ici on le ressent. Donc voilà, il y aura un spectacle son et lumière gratuit demain dès 19h30 à Megève. Je vous emmène également à Morzine-Avoria pour le Winter Start. Donc c'est un marché de Noël qui commencera ce samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Il y aura des jeux en bois, du maquillage pour enfants, initiation au big air avec des bouées et possibilité de le faire en ski ou en snowboard. Des spectacles de jonglerie lumineuse dès 17h30 samedi et fondue offerte par les restaurateurs de la station. Donc Manu, voilà, si tu veux y faire un petit tour, sache que tu peux te régaler sur place. Il y aura également une descente au flambeau des moniteurs de l'ESF dès 18h et vous pourrez également profiter des pistes de ski puisque les pistes seront ouvertes dès samedi. Donc on n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et également, il restera 2 marchés de Noël que je vous propose, un à Rumilly et l'autre à Sallanches. Donc pour Rumilly, ça a commencé aujourd'hui depuis 14h, ça terminera ce dimanche. C'est place Grenette et il y aura un concert enfant samedi à 15h. Et pour le marché de Noël de Sallanches, c'est à partir du samedi 9 décembre, donc soirée de lancement dès 17h30 avec l'illumination du sapin. Ça durera 4 semaines. Il y aura le Père Noël, des balades en calèche, atelier loisirs créatifs, on pourra réaliser ses cartes de vœux. Il y aura des spectacles, un vide-grenier de Noël, une patinoire, bref, tout ce qu'on retrouve sur un marché de Noël, tout ce qui est de plus classique. Voilà un petit peu pour les événements du week-end, Manu. Merci beaucoup, Camille. Je te laisse retourner au show avant d'attraper malheur. Hein, ouais. Moi, je m'en fiche, je suis au show. Et d'ailleurs, j'ai prévu un week-end avec justement une partie de ton agenda. J'ai déjà mes billets pour l'Outdoor Festival Me Film. Donc tu restes à l'abri. Exactement, j'avais tout prévu. Super. Voilà, c'est la Manu. fin de cette émission. Merci Camille, à bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, sur notre page Facebook, où bien sûr vous pourrez voir le replay de cette émission, de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très bientôt sur notre antenne. À plus.